Et donc, dans ce cadre-là, on avait soit la possibilité de passer son examen écrit ou de réaliser un travail. Et une des possibilités du travail, c'était donc d'interviewer un professeur de neutralité. Et, euh, et donc voilà, c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Et en fait, moi, pour la petite histoire, vous avez eu une de mes amies en cours, je pense à l'ICHEC, vous avez donné cours à l'ICHEC, hein. Oui, j'ai toujours un cours là, oui. Ah voilà. Et donc c'est elle qui m'a parlé de vous. Elle s'appelle Laura Lemaire, bon, ça vous dit rien, mais qui m'a dit que vous l'aviez marqué très positivement. Et donc c'est pour ça qu'on a tenté votre chance. Il y a longtemps que je ne marque plus les animaux, d'une façon ou d'une autre, pas plus que les humains d'ailleurs, mais ça remonte à quelle génération ça? Alors, elle a mon âge, donc nous on est de 90, donc ça veut dire qu'elle devait être... Je sais pas, c'est en quelle année que vous donnez cours C'est à l'agrégation, donc ça veut dire qu'ils sont Ah ben oui, bah tous, alors c'était il y a 2 ans. ils sont tous diplômés. Ah oui, c'est ça. Bah, elle l'a passé Ils il y sont a tous diplômés, ils un an sont ou 2 ans. généralement des réentrants, comme on dit, donc des gens qui ont, soit, c'est un cours à option pour la dernière année, Mhm, la MA2, pour les ingénieurs de gestion, soit alors c'est des réentrants, donc ils sont dans le privé pour l'essentiel, mhm, et souhaitent faire un retour sur les bancs de l'école, mhm, derrière les bancs de l'école, Hmm. pour des tas de motivations, soit par des illusions de la vie de l'entreprise privée, mhm. soit donc, tension autour de questions de valeur, soit alors de la conciliation vie privée, vie professionnelle, ce qui est une motivation bien légitime Hmm. pour les hommes. Mhm. Voilà. Ouais. Voilà. Et donc votre question, donc vous venez me voir avec cette casquette, avec quelle De casquette? futur agrégé. Oui, de Euh, votre côté, et moi, et vous, vous êtes notre professeur de neutralité ouais, qui va répondre un petit peu à voilà, comment vous percevez ce cours-là. Et il faut savoir qu'après, notre professeur va comparer les différents résultats. Nous, évidemment, on va devoir faire une analyse par Hmm. rapport à ce que vous nous aurez dit, la comparer avec certains éléments du cours. Et lui va comparer ensuite ce que les élèves auront redonné comme travaux et voir un petit peu les différents travaux entre eux. Donc voilà, ce qu'il va en faire après, s'il va faire une quelconque publication ou quoi, on n'en sait pas ok. Ouais. plus. Mais j'imagine qu'il nous aurait prévenu s'il comptait utiliser les informations pour un travail Mais en amont. apparemment, je pense aussi c'est pour enrichir son cours de neutralité. Il aime beaucoup voir un petit peu ce qui se fait ailleurs et Mhm. aussi ce qui se fait dans les autres pays. Un autre travail qui était possible de faire, c'était justement de faire une analyse des cours de neutralité qui sont donnés Dans dans d'autres d'autres pays que la pays Belgique. ouais, et faire une comparaison avec la Belgique. Mais donc oui, nous, on va vraiment vous interroger sur votre parcours et votre formation, enfin le cours de neutralité que vous donnez. Oui, il ne s'appelle pas comme ça celui que je donne là. Donc moi c'est un cours de sociaux, Mhm. Ouais. un cours de sociologie de l'éducation. Il existe un cours de neutralité par ailleurs donné par un autre enseignant, mais ceci étant, j'ai des points dans mon cours qui recoupent ces questions-là. On pourra y revenir, mais moi, j'enseigne pas. Je n'ai- dans Mhm. mon programme de 30 heures, je n'ai pas de cours dédicacé spécifiquement à la question de la neutralité. En revanche, c'est une question qui est transversale, qui revient dans un certain nombre de cours, dont le mien. Ok. D'accord. D'accord. Voilà, en d'autres termes, vous n'aurez pas de ma part quelque chose qui ressemble à un découpage thématique pour un cours de neutralité. En revanche, il y a des greffes. Mhm. Hmm. Bah, c'est ça qui sera intéressant, je Je sais pense. pas, moi, par exemple, des questions en lien avec conception de la laïcité. Bon, ben voilà. Hein, donc des questions de cet ordre-là. Ok, Mais de toute façon, nous, on let's a do une it. multitude de questions J'ai le temps. à vous poser. Et si maintenant, il y a des questions pour lesquelles ça ne s'applique pas, vous Je n'aurez pas passe. à répondre, évidemment. Ouais. Comme dans les bons questionnaires. Question suivante. Voilà, Voilà. exactement. Je- Alors, Vous avez la main comme au tango, allez. au début, c'est très facile, c'est un peu du tac au tac, c'est surtout centré sur vous. Donc, en premier, c'est quelle est votre formation initiale? Ok. Donc pour moi c'est simple, enfin simple et atypique dans le paysage. Donc moi je viens de l'enseignement supérieur de type cours dans un premier temps. Mhm. Donc j'ai enseigné, j'ai fait ce qu'on appelle un régenda avec l'école normale à l'époque. Appelé aujourd'hui enseignement supérieur pédagogique. J'ai terminé tôt parce que j'étais jeune, donc j'ai enseigné très tôt dans différents univers, dont celui de l'enseignement spécial, les sourds. Voilà. Ok. Et donc, point de passage. Ensuite, donc première entrée, si vous voulez, dans le monde de l'enseignement par ce biais-là, à la fois par la formation initiale,
et puis par la pratique. Ensuite, bon, je vous passe les détails à l'étranger, etc. Et je fais ensuite une formation en sciences politiques et administratives. Et à l'issue de cette formation, je suis alors enseignant et je commence à développer pour le compte de l'ULB des innovations en éducation dans l'enseignement. Ok. Il y a 30 ans de cela, et donc j'initie ce qu'on appelle le programme de tutorat scolaire, où les étudiants de l'université aident des jeunes dans l'enseignement secondaire. Et donc je suis le grand-père de cette affaire, il y a 30 ans déjà. Ça fait 30 000 élèves aidés dans l'enseignement primaire et secondaire à Bruxelles par des étudiants de l'enseignement supérieur. C'est donc une grande chaîne de solidarité. Près de 3500 étudiants, donc vous avez peut-être entendu parler de cela, et vous en avez peut-être fait partie, mais en tout cas, ceci est aujourd'hui porté, développé à travers tout Bruxelles, dans une soixantaine d'établissements, et nous serons à 100 établissements d'ici 2020. Le véhicule porteur de cela s'appelle Scola, Scola ULB, qui est donc le plus gros opérateur de soutien scolaire en Belgique, et qui a mené également des innovations un forum des innovations en éducation. Donc on essaye de valoriser les enseignants qui font l'école autrement. Voilà. Ça, c'est donc, vous voyez bien, l'entrée dans le monde de l'éducation ne se fait pas du tout de façon académique à ce stade-là. Donc je ne suis pas du tout un savant du monde de l'éducation. J'entre dans le monde dans ce qu'on appelle l'artisanat intellectuel assez tardivement, en fait, comme beaucoup. Donc je fais sur le tard de la recherche en sociologie de l'éducation, assistant, blablabla. Voilà, et c'est alors là que je commence à donner cours, formation, expertise pour des organisations internationales, etc. Et puis évidemment, il y a toujours dans une vie comme celle-là des coups d'accélérateur qui vous donnent un gros coup de notoriété. Ici, c'est le prix Comenius de l'UNESCO qui est la plus haute récompense mondiale pour une action d'éducation. Et donc voilà, c'est l'action de tutorat qu'il a eue en 2004, ça ne me rajeunit pas. Et donc du coup, oui, ça vous donne une notoriété qui fait que j'ai absolument pas les labels académiques classiques. Et donc c'est un détour particulier. Et du coup... Voilà, et donc du coup, mais c'est l'articulation entre recherche sur les questions de école et immigration, qui est de mon terrain de spécialisation, publication, etc., et pratique. Voilà. Et donc, concrètement, en termes d'années, ça fait depuis combien de temps que vous êtes... Dans ce domaine ? Je dirais pas dans le domaine, mais alors plutôt avec le statut de professeur. Ouf ça fait 20 ans que j'enseigne ces matières-là maintenant. Ok. Ouais, à peu près. Ces matières-là, précisément, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Okay. Donc la sociologie de l'éducation, c'est ça ? Oui, ça fait à peu près depuis 20 ans. Donc, oui, c'est ça. J'en ai 56, hein, ne vous fiez pas aux apparences. Et la neutralité a toujours fait partie du cours de sociologie de l'éducation ? Non. Cette question n'est pas venue immédiatement. J'étais très intéressé d'abord par les questions de... Le biais, il n'y avait pas dans le... Il faut se ramener à l'époque, hein, il y a 30 ans de cela, il y a 20 ans de cela, la question du rapport entre école et immigration était dans le champ. Laïcité, école, immigration, ce sont des thématiques qui ne sont pas encore dans le champ de la sociologie de l'éducation, du moins en Belgique. Elles sont développées en France, mais à l'époque, il y a très peu de chercheurs qui travaillent là-dessus. Et donc, les cours de l'agrégation, si vous regardez l'architecture des cours de l'agrégation, ces questions ne viennent que tardivement. Et donc, à l'époque, je donnais cours à Saint-Louis, et puis ensuite à l'ICHEC. C'est vraiment au travers du cours de sociologie de l'éducation que progressivement j'ai mis des paquets qui sont liés à diversité. C'est par la porte de diversité que la question de la neutralité est arrivée, à petite dose. Voilà. En d'autres termes, chaque enseignant avait la possibilité, ça a été le cas aussi pour José Louis, qui a été effectivement on est de la même génération. Il n'y a pas eu, si vous regardez l'architecture des cours d'agrégation, on n'avait pas une offre spécifique neutralité qui existe depuis 20 ans. Elle est venue, si pour le dire autrement, la prise en considération de la réalité de la démographie et de la sociologie du public scolaire n'est prise en compte dans la formation initiale et continue des enseignants que très tardivement. Voilà. Quand vous dites que la neutralité est arrivée via
le principe, la thématique de la diversité. Est-ce que, par contre, la thématique de la diversité a toujours fait partie de la sociologie de l'éducation? Non, Donc, elle non plus. elle arrive très tardivement. En fait, ces thèmes apparaissent dans le champ, comme on dit, depuis une trentaine d'années. Depuis une trentaine d'années. Ouais, pour la Belgique francophone. Ok. Pour des tas de raisons. D'abord parce qu'il y a très peu de commandes publiques. C'est un classique, vous savez. Peu de commandes publiques Donc, ceux qui définissent les programmes l'ont fait pendant très longtemps de façon extrêmement classique, les programmes de formation des enseignants. Et ici, vous continuez. Moi, j'ai fait l'école normale. L'école normale, il n'y a pas un gramme de iota, de gras autour de diversité. Mais rien, de rien, de rien. Donc, nous étions formés comme si nous enseignions à des élèves immuables dans le temps. C'est-à-dire une catégorie d'élèves abstraite, qui serait sociologiquement intangible. En gros, en totale adhésion avec l'école, zéro déviance, connivence absolue, etc., etc. Et surtout, la question de histoire migratoire ou question en lien avec l'apport de leurs parents à l'histoire de la Belgique, ce genre de choses, ces questions n'existaient pas. Voilà. Mais pas seulement que ce cours-là, si vous voulez une perpendiculaire ou un parallèle, toutes les questions sur la gare des Michards / quid des productions littéraires issues des diversités, c'est venu il y a 20 ans. Et qu'est-ce qui a fait que c'est arrivé comme ça dans les programmes? Alors, c'est arrivé progressivement. D'abord parce qu'il a fallu un certain nombre de sociologues, de scientifiques qui disent « mais ouvrez les yeux ». Là, en particulier sur Bruxelles. Moi, j'étais commissaire général d'une grosse exposition sur les 50 ans de l'immigration marocaine. Et c'est progressivement que la question de la réalité de la démographie bruxelloise est entrée, je dirais, dans la partie visible des questions, alors à la fois par le biais du politique, donc qui a commencé à mettre ça dans ses programmes, puis ensuite, ça n'a été vu que sous l'angle du problème à un moment donné, c'est-à-dire d'abord la question interculturelle, donc là il y a eu des programmes européens sur l'interculturalité, puis dans un deuxième temps, exclusivement sous l'angle des établissements en discrimination positive, et puis dans un troisième temps, après le décret d'inscription, sous l'angle de mais cette diversité, aujourd'hui, elle est présente dans tous les établissements. Si bien qu'aujourd'hui, on est dans une situation où, en réalité, les écoles reflètent... Gilot, je pourrais vous appeler vers 2h15, c'est possible, ça? À tout à l'heure, merci. Si bien qu'aujourd'hui, cette question de mixité, / diversité, / laïcité, / neutralité, n'entre en réalité dans les préoccupations et politiques et de formation initiale ou continue des enseignants en pédagogie, dans des écoles anciennement dites normales, donc l'enseignement pédagogique ou l'agrégation, que très tardivement. D'ailleurs, ce n'est que tout récemment que, saviez-vous que Bruxelles est la deuxième ville la plus cosmopolite au monde. Voilà. Comment imaginer que l'on puisse avoir un cours d'agrégation pendant si longtemps, des cours d'agrégation pendant si longtemps, qui n'intègrent pas la correspondance entre la réalité sociologique des publics scolaires et les formations des enseignants. Si bien que ce sont des chocs. Ce sont des chocs. Si vous n'êtes pas préparé à cela, ce sera un choc. C'est une évidence. Et donc, c'est cette adéquation, on pourrait presque faire une histoire de cette adéquation entre réalité des élèves, du primaire, du secondaire, et formation initiale. Nous pourrions presque faire une histoire, d'ailleurs, de cette adéquation enseignement public, scolaire, formation des enseignants, primaire, secondaire, enseignement supérieur et universitaire. Avec une donne particulière dans l'enseignement supérieur et universitaire, surtout l'universitaire, plutôt surtout la supérieure, parce que la réalité de la diversification des publics scolaires, c'est pas seulement la question de la massification,
c'est la diversité des publics scolaires, au sens très large. Les politiques d'inclusion, d'étudiants en situation PMR, genre, etc., les questions de quels aménagements, raisonnables, pas raisonnables, etc. etc. Et les universités commencent à prendre conscience de ces réalités, finalement assez tardivement aussi, pour des tas de raisons. Première raison, à coup sûr pour moi, c'est qu'en fait, aujourd'hui, si vous posez la question de savoir, par exemple, dans une université comme celle-ci, mais dites-moi, avons-nous un indicateur qui permet de mesurer l'intégration scolaire ou universitaire, / académique, des étudiants issus de la diversité ou des diversités? Ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Parce qu'on n'a jamais franchi le pas d'une analyse du type définition d'étudiants issus de la diversité. Il y a des tas de pays qui le font. Le Danemark, le Canada, simplement pour pouvoir mesurer les efforts qui sont consentis en matière de politique dite d'intégration. Si vous me dites aujourd'hui, en 10 ans, M. Medoun, ou en 15 ans, quelle est la proportion de jeunes issus de l'immigration ayant accès à l'enseignement supérieur, il est impossible de répondre à cette question. Sauf à croiser des données sur l'origine. Or, cela n'est pas cachère dans le pays, politiquement, et c'est une question extrêmement clivante, pour des tas de raisons. Je ne vais pas entrer là-dedans, mais j'imagine que dans vos cours, vous avez eu les fameux débats entre statistiques ethniques ou pas. Vous avez eu ces questions-là dans vos cours. Voilà. Eh bien, cette question de statistiques ethniques, elle est là présente aussi parmi nos chercheurs. Mais du point de vue des chercheurs, aujourd'hui, la réalité, c'est que nos nouveaux étudiants nous sont en réalité inconnus. Par voie de conséquence, ce qui était vrai par le passé est également vrai pour l'université. Nous ne connaissions pas nos étudiants, la réalité de l'évolution de nos étudiants, de nos élèves, de nos écoliers du primaire. Aujourd'hui, nos enseignants ont été très tardivement préparés à cette nouvelle réalité. Idem pour le secondaire, idem pour l'enseignement supérieur. Vous suivez mon raisonnement? Voilà, donc ça c'est quand même un point important, et je finaliserai juste un point là-dessus. Nous savons pour l'ULB que d'ici 2030, un étudiant sur deux sera issu de la diversité à Bruxelles. Un étudiant sur deux. Voilà, c'est important de vous redonner le tableau d'ensemble. J'étais peut-être un peu long sur la bande-annonce. Oui, mais moi j'ai quand même une question par rapport à la bande-annonce. Est-ce que vous, personnellement, vous avez été parmi les personnes qui ont réussi à faire changer les choses en termes de inclure plus la diversité, le concept de neutralité dans les cours d'agrégation, dans les cours ou même dans les débats publics? Oui, parce que comme un certain nombre de... Je fais partie de chercheurs de la première génération. Et en plus, je suis moi-même issu de cette diversité. Donc c'est vrai qu'effectivement, à cette époque-là, enseigner dans l'enseignement supérieur et à la formation initiale des enseignants, disons que je suis une aberration statistique pour cette époque-là. En gros, l'arbre qui cache la forêt, j'ai 56 ans. Donc c'est à la fois les itinéraires personnels, mais aussi les thématiques qui font que progressivement, chaque fois que j'avais la possibilité de pouvoir donner des formations initiales, continues, conférences et ainsi de suite, d'une part, et d'autre part par des engagements qui existent chez beaucoup, tous ceux qui sont concernés par ces questions laïcité, neutralité, etc., sont souvent sur des engagements à titre personnel, si bien que, oui, incontestablement, il y a un certain nombre de personnes qui ont fait en sorte que cette question soit dans les agendas. Voilà, alors... comme dans la fable du colibri, j'ai apporté ma pierre, comme bien d'autres. Vous connaissez la fable du colibri? Bien sûr, on la connaît bien. Voilà, that's it. Très bien. Si je peux me permettre, Vas-y. vous personnellement, comment vous avez commencé du coup à intégrer ces notions de neutralité dans vos cours sur base de mes... Alors, d'abord, premièrement, à partir de la compréhension, mais ça c'était mes travaux de recherche, de la façon dont les écoles s'organisaient autour de la question du recrutement de leur public scolaire. Donc en gros, je travaillais principalement sur école et discrimination. Et sur les questions décrétales au niveau des inscriptions aussi? On est bien avant ça. Donc, Okay. Là, on est dans un paysage dans lequel il n'y a aucune modalité de régulation des publics scolaires. On est sur un quasi-marché scolaire où vous avez deux extrêmes. Vous avez des écoles qui sont réellement des établissements en situation d'apartheid scolaire, c'est-à-dire qu'ils ne recrutent qu'exclusivement parmi des publics défavorisés, et dont les élèves issus de milieux plus favorisés ont fui.
Tous, même dans les quartiers favorisés. Tous. Et puis de l'autre côté, à l'autre extrême, alors ça, vous avez plein de littérature autour de cela, la fuite blanche aux États-Unis, enfin bref, tout ça, vous avez peut-être eu l'occasion de voir, mais tout ça, je l'ai intégré dans mes cours. J'ai intégré dans mes cours la façon dont les marchés scolaires étaient régulés autour de la question autour de mixité forcée ou souhaitée. Et puis à l'autre extrême, des établissements forteresses, qui pouvaient se permettre d'éconduire, du verbe éconduire, d'éconduire des élèves porteurs de stigmates, et donc défavorables au recrutement de publics scolaires qui ont une valeur sur le marché. Donc, tout ça, mes travaux portaient là-dessus. Et donc, me rendant compte que la concentration sociale et ethnique de certains publics avait des effets pervers. Voilà. Et à partir de là, la question de la mixité était une question centrale. Et à ces établissements-là se posaient des tas d'autres questions connexes. Affirmation identitaire, caractéristiques du repas, gestion de l'ethnique par l'ethnique, c'est-à-dire recrutement d'enseignants issus de la diversité. Donc voilà, donc forcément, partant de ces observations de terrain et la pratique du tutorat dans 60 écoles, et donc très en prise avec les réalités des enseignants dans des établissements à discrimination positive, a fait que forcément, il est très difficile de ne pas militer, entre guillemets, c'est-à-dire de ne pas traiter de ces questions de façon militante. Okay. En d'autres termes, ce n'est pas... Ça, c'est une petite caractéristique, c'est qu'il ne s'agit pas d'enseigner juste pour enseigner. Ça ne m'intéresse absolument pas. Ce qui m'importe, c'est d'enseigner en étant engagé. Voilà. Juste pour recadrer au niveau de... Donc, tout votre travail de recherche, ça, de toute façon, on va en parler au niveau de l'introduction. Mais pour les questions sur la neutralité proprement dite, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse vraiment se baser sur vous, en tant que professeur d'agrégation. Comme ça, on reste sur un... Oui. Tu vois, sinon, parce que c'est tellement intéressant, tout ce que vous avez pu faire dans les différentes écoles et votre expertise et tout ça, que j'ai peur que ça devienne trop gros et que ce que cherche M. Wall, c'est surtout l'impact que vous avez au niveau des futurs agrégés et qu'on mette en introduction alors ce que vous avez pu faire. Tout à fait. Juste une chose, c'est que vous devez bien avoir à l'esprit aussi, connaissant un peu ce milieu, que c'est vrai pour tous les enseignants. Enseigner est soit très livresque, vous le savez, soit il est très lié à l'articulation entre micro, macro, expérience de terrain et capacité à articuler avec des réflexions plus théoriques. C'est un champ de recherche ou un champ d'enseignement ou de recherche dans lequel il y a des entrées de philosophes, des entrées de toute une catégorie d'acteurs qui ne sont pas nécessairement des acteurs ayant eu une expérience de terrain. Donc, et donc c'est important de bien souligner cela. J'ai des collègues qui n'ont jamais eu d'expérience physique, c'est-à-dire pouvant se référer à une situation concrète. Quand vous dites des collègues, c'est des collègues dans vos recherches? Non, des collègues à l'agrégation. Des collègues d'agrégation qui n'ont jamais enseigné. C'est quand même une chose importante. Hein. Donc il y a un problème de légitimité, mais aussi simplement de pouvoir articuler. Quand vous êtes étudiant, vous êtes étudiant à l'agrégation, souvent ce que vous faites, c'est « Ok, c'est très bien ce que vous dites là, mais dans ma situation concrète de situation classe, dans mon groupe classe, quand ça se présente, qu'est-ce que je peux faire ?» Quand on dit « le prof me manque, les élèves me manquent de respect », mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si vous arrivez en retard, je prends cet exemple bête, et que c'est systématique, et que vous avez déjà enseigné, et que vous pouvez parler de votre expérience, votre ressenti. Oui, j'ai ressenti ça comme étant une forme de violence, parce que le retard est une forme de violence. Ça, c'est important. Ce que je veux dire, simplement, c'est que ces questions-là, mais c'est vrai à peu près dans toutes les formations, nécessitent effectivement des articulations entre expérience de terrain et cadre théorique. D'accord. Et donc, je termine par cela, les bios de tous les enseignants, quels qu'ils soient, dans quelque métier que ce soit, bio personnel, l'école de la vie, l'université de la vie s'articule avec leur savoir à proprement parler. Et ça, c'est très important, ce sera vrai pour vous aussi. Voilà. D'accord.
Du coup, on voulait également vous demander de nous décrire en quelques mots l'établissement dans lequel vous enseignez, quelles sont un petit peu ses Ah, ok. caractéristiques, ainsi que le public étudiant auquel vous vous adressez. Public étudiant, ça vous avez déjà répondu avec. Ouais, C'est c'est un vrai. peu un mélange Ouais, entre des personnes qui ouais, sont un peu désillusionnées de secteur privé et tout, donc ouais. ça, Oui, avec une autre caractéristique, hein, c'est Mhm. quand même que il y a il y a une taille de classe. Hmm. Je raisonne comme vous, Ouais, ouais. Ouais, ouais. c'est les caractéristiques. Taille de classe, 1 an, Quand vous dites taille de classe, c'est quoi? C'est taille 20 de la personnes, classe, 50? 20. Ah, il n'y a, pas plus de 20. 20 personnes. 1, 2. Donc il faut avoir ça à l'esprit. Hein. Ça a l'air d'être des détails, mais vous verrez que ça donne. Taille de la classe. 2, ce sont tous des professionnels, ils travaillent. Mhm. C'est une formation en 1 an. Hmm. Stage compris, etc. etc. 3, ils viennent je ne sais pas, quelle est votre formation initiale? Le journalisme ouais. et le. Éducation permanente. Éducation permanente. Les étudiants de l'agrégation de l'ICHEC sont tous des ingénieurs de gestion. Ils n'ont quasiment jamais eu de cours en lien avec les sciences humaines. Hein. Hmm. Si bien que quand vous venez avec des concepts qui viennent des sciences humaines, il faut du temps. Le bagage est totalement différent. Mhm. Donc c'est une autre caractéristique. Ce sont des agrégations spécialisées. Ici, c'est une agrégation pour ce type de public, de diplômés. C'est très différent. Vous venez, vous, avec effectivement des prérequis qui sont déjà là. C'est bête comme chou, hein, mais je vais prendre un exemple. Ça s'entend c'est pour ça que je suis tellement chiant sur le lexique. Je dis souvent en début d'année, si je suis chirurgien, que je vous demande scalpel et que vous me donnez ciseaux, ça ne va pas. Eh bien, c'est la même chose dans des cours de sociologie. Mal nommé, c'est contribuer au malheur du monde, comme disait Camus. Si vous dites nationalisation pour naturalisation, ça ne va rien. Ça n'a l'air de rien, mais c'est beaucoup. Donc, première caractéristique. Deuxième caractéristique, c'est l'extraordinaire transformation du public. En 20 ans, j'ai pu voir l'évolution. Alors, quelle est l'évolution pour moi la plus surprenante? Elle est de 2 ordres. La première, c'est la présence de la diversité dans ces publics. Auparavant, l'ICHEC avait un recrutement social très marqué. En gros, c'était les bons établissements de l'enseignement libre qui fournissaient l'essentiel des effectifs. Majoritairement ici le milieu favorisé, plus marqué qu'ailleurs, beaucoup plus marqué qu'ailleurs. Qu'est-ce que c'est en gros? En réalité, c'est une faculté, c'est une grosse faculté, l'ICHEC. C'est 2600 étudiants, donc c'est monoculturel. Il n'y a pas du droit, il n'y a pas de l'architecture. Voilà, c'est monoculturel. Et destiné à être dans le privé à peu de choses près. Il y a 20 ans de cela, tous ces étudiants, il n'y avait aucun étudiant issu de l'immigration là-dedans. Aucun. Donc, quand je venais parler de ces cours, vous devez imaginer que ces étudiants n'avaient... Et forcément, ils étaient issus d'établissements où cette réalité n'existait pas. Donc, il faut Donc bien... vous leur offriez une fenêtre sur le monde via votre cours. Oui. Oui. Avec un exercice très simple, hein, que vous aurez peut-être l'occasion de faire aussi. Votre enseignement secondaire, vous l'avez fait dans l'enseignement libre confessionnel? Non, je vous pose la question à vous. Et vous verrez la diversité des réponses. Libre confessionnel, libre non confessionnel, officiel, etc. Voilà. Et donc, vous verrez le nombre d'erreurs sur le lien entre bon réseau et établissement où ils ont été scolarisés. À quoi est-ce que je veux en venir? Je veux en venir à une caractéristique alors qui est celle liée au public, qui est effectivement une grande diversité aujourd'hui. Puisque je fais cette photo à peu près chaque année, la moitié des étudiants sont issus de la diversité, la moitié. Et c'est une constante progressive. Avec une autre donne importante, c'est le nombre d'étudiants arrivés à l'agrégation en ayant eu un cursus ailleurs. Ailleurs, c'est-à-dire dans un autre pays. Et là, alors, c'est encore plus particulier. C'est encore plus particulier parce que ce sont alors des étudiants
qui ne connaissent absolument pas cette expérience de la diversité dans une école, qui viennent, alors, il y a 2-3 étudiants qui viennent du Maroc, cursus Maroc, c'est monoculturel. C'est monoculturel par rapport à leur point de départ. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, prenez ça bien en considération aussi, c'est l'évolution des caractéristiques des groupes classes qui fait que ce dont nous parlons commence progressivement à être présent dans la classe. Vient alors le dernier point, qui est, que vous rencontrez sans doute à l'agrégation aussi, c'est qu'il y a 20 ans de cela, il n'y avait pas un seul étudiant, forcément pas un seul étudiant portant le voile, pas une seule étudiante portant le voile. Forcément, quand vous êtes à la partie du cours qui porte sur représentation autour du voile, enjeux autour du voile, etc., forcément, vous avez alors une gestion de la classe qui doit passer sur un mode prudence, avec des exercices spécifiques pour éviter les stigmatisations. Donc, vous comprenez ma mise en perspective par rapport à cela pour montrer que le cours diversité ne s'est peut-être pas donné de la même façon au regard du public qui a évolué avec le temps. On n'enseigne pas les questions en lien avec laïcité si on a 2 jeunes femmes voilées dans la classe que lorsque l'on a 20 jeunes hommes, jeunes filles issus des bonnes familles, etc. Voilà. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Ouais. Moi, j'ai juste pas compris le dernier point. Vous pensez que c'est positif d'avoir justement cette représentation de la diversité pendant ces cours-là? Absolument. Bien, vous voulez dire que justement ça devient tellement touchy qu'on a tendance à mettre tellement les choses sous clé et à être un peu frileux que... Alors, il ne faut pas les éconduire, ces questions-là. Donc moi, justement, c'est un véritable atout. Mais tout dépend comment vous travaillez. Si vous travaillez... Alors là, c'est pédagogique. Si vous travaillez ces cours, comme je l'ai fait au fur et à mesure, je n'enseigne plus comme il y a 20 ans. Comme il y a 20 ans, c'était à peu près de l'ex-cathédra. D'abord parce que je manquais d'expérience, et puis peut-être qu'avec le temps, j'avais envie de me renouveler, à la fois sur le contenu et sur les façons de travailler. Ayant la diversité dans la classe, présente dans la classe, ce qui m'intéressait, c'était que les interactions se fassent à l'échelle des étudiants, prioritairement. En d'autres termes, il y a au moins 5 heures sur les 30 qui sont consacrées à des exercices pratiques en petits groupes, avec des compositions de groupes qui tiennent toujours compte d'une composante diversité. Et là, alors, c'est intéressant. Exemple, pour ou contre la mixité à l'école. Et là, alors, vous avez des confrontations. Voilà. Et c'est là que ça devient intéressant. Pour le dire autrement, je trouve que les cours que je donne là maintenant sont plus intéressants que ceux que je donnais il y a 20 ans, parce que simplement le public est différent. Et que je saisis cette opportunité de pouvoir aussi presque transformer des représentations, des stéréotypes. Il faut bien se rendre compte, hein, si vous venez d'univers extrêmement éloignés de Saint-Josse, de Molenbeek ou d'ailleurs, ces étudiants sont pétris de stéréotypes, pour beaucoup d'entre eux. Et si on peut faire bouger les images mentales à l'occasion d'interactions plus personnelles entre eux, alors le prof il a un élément de satisfaction intéressant. Mais si c'est pour avoir les mêmes au début et à la fin, c'est sans intérêt, de mon point de vue. Hein. C'est clair ça? Oui. Ouais. Ok. Et donc juste une petite précision par rapport au volume horaire de votre formation. Donc c'est bien 30 heures. Ouais, moi, mon cours, hein, c'est 30 heures. Sur l'année. Ouais. Ok. Si vous avez en face de vous une personne qui fait l'agrégation, comme nous, qui commence son année, et à qui vous devez expliquer sur quoi va porter votre cours, ou en tout cas la partie neutralité, et quel est le but, pourquoi est-ce qu'on donne ça, parce que les gens qui vont travailler dans des écoles avec la diversité vont être de toute façon projetés dedans, ils vont être sur le terrain, donc pourquoi est-ce qu'il faut le faire en amont? À quoi on les prépare en fait, les futurs agrégés avec ce cours? D'abord, on les prépare à une compréhension de ce que peuvent être de bonnes conditions du vivre ensemble et du faire ensemble. Okay. Si vous préparez, si votre considérant de départ est celui-là, après 20 ans, je dirais cela. Compréhension, comprendre et agir sur les conditions d'un mieux vivre et faire ensemble. S'il fallait que je dise aujourd'hui en synthèse
la motivation, l'ambition principale de ce cours-là, elle est celle-là. D'accord. Voilà. Après, je reviendrai peut-être sur les questions de contenu de cours, etc. Mais en gros, ça, c'est la motivation principale. Maintenant, on va peut-être rentrer un petit peu plus dans le contenu de ce que vous donnez. Pas d'accord. Les thèmes à aborder. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de... Voilà. Si vous avez comme prof, on parlerait de quoi dans votre cours? Alors, on commencerait par une première chose qui est absolument indispensable. Je pars toujours à peu près de la même situation. Vous avez compris, quand je vous ai dit diversité des profils des étudiants. L'évolution, le profil des étudiants. Ça veut dire que forcément, ces étudiants n'ont pas le même référentiel. Moi, j'ai des étudiants qui viennent de Mauritanie, des étudiants qui viennent d'Afrique noire, un étudiant qui vient de Russie. Leur parler des questions de laïcité ou de neutralité, pour eux, c'est... Il y a des milliers de kilomètres avant de comprendre, ne fût-ce que le quart, la moitié, de pourquoi ce concept existe. La question de Révolution française est très loin derrière. C'est pour ça que je pars toujours à peu près du même principe, et je dis, voilà, si vous travaillez avec des Français, et dont je pars de leur expérience personnelle, qui est, beaucoup ont travaillé dans des boîtes françaises, ou avec des managers français, etc., n'importe, je dis, voilà, je vais vous proposer une toile de fond pour comprendre dans laquelle va s'articuler tout le reste. La toile de fond, elle est très simple, c'est pourquoi et comment s'est divisée la société belge, et pourquoi et comment, à partir de ces divisions de la société belge, nous avons des systèmes éducatifs. Ça, c'est ma première toile de fond. Quand vous parlez de division, vous parlez de la division entre les... Je parle des matrices classiques de la Belgique. La matrice classique de la Belgique, c'est francophone, néerlandophone, les piliers... catholique, laïque. Et ça, ce sont des matrices. Les socialisations des élèves, jusqu'il y a 30 ans, avant les circulations interpiliers, jusqu'il y a 30 ans, nous vivions dans ces mondes-là. Comment et pourquoi ces divisions de la Belgique sont apparues? Quand je pose ces questions aux étudiants, toute grande majorité d'entre eux sont incapables d'expliquer comment et pourquoi notre système éducatif est si complexe. Ça, c'est un peu votre ice-breaking quand vous commencez. Moi, c'est mon ice-breaking, pas mal. Et donc, ça, c'est effectivement... Cette partie-là, elle prend 3 heures, fois 2, 6 heures. Rien que cette partie-là. Okay. Et quand je fais le test, même quand je revois mes étudiants longtemps après, la partie du cours qui les aura le plus interpellés, c'est celle-ci. Et elle est sous quelle forme? C'est des petits groupes où ils doivent réfléchir? Non, alors, pas à ce stade-ci. Okay. Pas à ce stade-ci. Alors évidemment, c'est très interactif. Mais hop, on remonte jusqu'à la fin pour faire simple, on remonte jusqu'à la Révolution française. Et on explique pourquoi et comment les Français font cette révolution. Laïcisation, francisation. Qu'est-ce qu'ils importent avec eux dans leur expansion? Laïcisation, francisation. Qu'est-ce qu'il y avait en Belgique à ce moment-là? Tout, mais pas ça. Ils exportent un modèle. Francisation, c'est une homogénéisation culturelle d'un territoire. Du petit breton, auquel on dit « je ne parle pas le breton » jusqu'au provençal. On produit des citoyens. J'explique en quoi l'école produit des citoyens, que ce mot n'existait pas auparavant, blablabla. Ce sont 2 concepts qu'on importe en Belgique. Et laïcisation, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la laïcisation d'une société? Est-ce que ça permet de vivre ensemble? Quelle est votre définition de la laïcité? C'est là que ça devient intéressant. Donc et là, je travaille beaucoup. Est-ce que c'est simplement la non-ingérence du religieux dans les affaires publiques? Est-ce que c'est simplement ça, etc., etc. Et pourquoi? Et pourquoi est-ce que cette idée est pertinente ou pas? Est-ce qu'elle est propre à la Belgique ou à la France? Est-ce qu'elle s'est exportée en Turquie, chez Atatürk, etc., etc.
voilà, vous voyez le cheminement. Donc, et puis, de montrer que finalement, la Belgique a été faiblement exposée à ces deux concepts, francisation et laïcisation. Parce que ça fait à peu près 17 années de régime français, 17 années seulement, pour intégrer cette idée de laïcisation. Si bien qu'à partir de 1830, mais ça, José Luis a dû vous l'expliquer, à partir de 1830, on se retrouve finalement avec une constitution qui permet la création d'un État belge qui a un biais dans sa conception de la laïcité. Elle a un biais parce qu'elle laisse un collectif catholique se représenter dans l'espace public, représenter ses intérêts collectifs dans l'espace public. C'est un biais. Impensable pour les Français, parce que c'est le début de la division. Et rebelote avec les revendications linguistiques. Revendications religieuses, revendications linguistiques, ben, tout simplement, progressivement, vont contribuer à la division de la société belge. Voilà, si vous voulez, le squelette de la démonstration. Mais si on ne comprend pas ça, si les étudiants ne comprennent pas ça, rater la fin. Ils vont tout louper. Parce que d'où vient le fait qu'il y a des écoles libres confessionnelles, etc. Et donc c'est vraiment très important de l'articuler sur une toile de fond qui fait alors de la mise en perspective historique et de bien expliquer aussi, et ça alors on a recours aux sciences politiques, de bien expliquer quels sont les partis politiques qui se battent pourquoi à l'époque. Pourquoi ils sont bouffeurs de curés, les libéraux, à cette époque-là? Comment est-ce que les socialistes viennent à leur secours sur ces questions-là, face aux catholiques, etc. Ça, c'est important. Voilà. Ça, c'est la toile de fond. Et si on ne l'a pas, très franchement, la compréhension de la suite, elle est déracinée. D'accord. Et alors, vous disiez que, donc, par la suite, vos élèves vous disaient que c'était vraiment la partie du cours qu'ils avaient retenue le plus. Et vous savez pourquoi? Probablement parce que, en fait, ça leur permet tout simplement de mieux comprendre la Belgique. Et ce qui est assez normal, d'ailleurs. Ce qui est assez normal. On voit bien qu'avec le temps, plus au fur et à mesure on devient adulte, au fur et à mesure on essaye de... Les questions d'identité sont présentes, qu'est-ce qui nous distingue des autres, qu'est-ce que la belgitude, etc., etc. Et on se rend bien compte que progressivement, ces questions concernant leur identité, c'est-à-dire le contexte dans lequel leur identité va se développer, et qui revient régulièrement avec l'actualité, plus de revendications néerlandophones, enfin des flamands, etc., etc., c'est très présent, ça revient dans l'actualité. En d'autres termes, ce n'est pas une grille de lecture ou de compréhension qu'on propose et qui est juste valable pour un petit point de l'histoire. À chaque élection, cette grille de lecture est nécessaire. Et j'ai pris du temps avant de la construire, parce qu'évidemment, là-dessus va se greffer la question du port du voile. Là-dessus va se greffer les questions d'autres affirmations identitaires, de la question de l'importance de la neutralité, etc. Et ça, c'est vrai que c'était l'une de mes premières contributions à une compréhension je dirais, du préalable à la neutralité. Et c'est sans doute parce que tout simplement les étudiants que j'ai sont des étudiants qui ont certainement au moins 25 ans jusqu'à 50 ans. Et ce cadre-là, je ne sais pas, quand ils ont des amis français ou autres, ils tentent de l'expliquer. En quoi la Belgique, c'est différent de la France? Mais ce n'est pas facile de répondre à cette question. Donc voilà. Ok. Et est-ce que vous pourriez nous dire brièvement quels sont les autres thèmes que vous abordez dans votre cours et quels sont leurs liens avec les concepts de la neutralité? Oui, alors à coup sûr la question de la mixité, donc toute l'histoire de la conception de la mixité, voilà, États-Unis, France, du côté néerlandophone, en gros, pourquoi est-ce qu'on considère que la mixité... quand est-ce que la question de la mixité des publics scolaires entre dans le champ politique, dans l'agenda politique, et quelles sont les solutions qui ont été développées. Et ça, c'est une partie importante. Ensemble ou séparés. Quand il s'agit de la chair de sa chair, voilà, comment est-ce qu'on fonctionne en tant que consommateur d'école sur le marché scolaire? Voilà. Est-ce qu'on a une école derrière soi, à 20 mètres? Est-ce qu'on y met son enfant si elle est majoritairement composée de Turcs qui parlent turc dans sa cour de récréation? Ce sont des questions que...
que le papa et la maman se posent en ces termes-là. Ils ne se posent pas de questions en termes théoriques de neutralité. Ils se posent des questions en termes de consommateurs d'école. Et ça, c'est intéressant. Donc, voilà, donc je fais le tour des modèles existants. Et cette question-là est évidemment en lien aussi avec est-ce que la mixité est souhaitable, et si oui, comment? Est-ce que vous vous basez sur des fondements théoriques en particulier? Il y a des travaux d'Américains, donc principalement c'est des travaux d'Américains, de sociologues américains de l'école de Chicago. Vous avez un nom particulier? Oui, par exemple Coleman. Voilà, mais on est dans les années 60. Ouais. Voilà, Payet en France, P-A-Y-E-T, Jean-Paul Payet. Bon, voilà, bon, c'est sociologue de l'éducation. Goffman, voilà, en lien avec les questions en lien avec les stigmates, etc. Okay. Voilà, donc. Mais par contre, j'essaye d'éviter de noyer ces futurs enseignants je dirais, dans des morceaux dans des successions des successions théoriques, des sessions théoriques en lien avec un auteur. Ça, j'évite de faire. Je suis passé par là et moi, je ne fais pas ça. Okay. Je fais vraiment... comme je dis souvent, j'ai digéré et métabolisé les matières et je m'adresse à ce que je considère être un grand public. Et est-ce que vous vous êtes inspiré de l'enseignement de la neutralité dans d'autres pays pour construire votre cours et pour aborder certains sujets? Non, non, parce que je ne suis plus un artisan intellectuel de ce point de vue-là, donc je parle plutôt d'expérience, de contact avec des enseignants et ainsi de suite. Mais c'est vrai qu'effectivement, je n'ai pas fait de benchmarking et surtout, je ne suis plus un artisan intellectuel au sens où ce cours s'enrichit, mais pas comme si j'étais un chercheur dans le cours, dans le domaine, parce que je ne suis plus, j'ai plus la prétention de l'être. Donc ça, c'est une dimension importante. Donc oui, c'est vrai que je suis intéressé par tout cours sur ces questions-là, mais à nouveau, c'est pas un cours de neutralité que je donne, je greffe des questions dans mon cours, parce qu'à côté de ça, il y a des cours en lien avec l'histoire de l'immigration. Voilà, l'histoire de l'immigration, et ils ont pour la première fois un cours sur l'histoire de l'immigration. Où ça, à l'ICHEC, vous voulez dire? Oui, mais dans le cours de sociologie de l'éducation. Mais c'est pas vous qui le donnez? Si, c'est moi qui le donne. Ok. Ah oui, donc ce que je veux dire, c'est que, à défaut, la dénomination, c'est sociologie de l'éducation, mais derrière ça, vous mettez les ingrédients que vous voulez. Il y a à la fois de la diversité, de la sociologie de l'immigration, des sciences politiques, de l'histoire de la Belgique, etc. etc. D'un point de vue plus logistique, on est obligé de vous poser ce genre de questions. Vous utilisez quel genre de support pendant vos cours? Beaucoup de dessins écrits. Et alors ça dépend un petit peu. Il y a un ouvrage à lire, il change un peu. Moi j'ai arrêté un ouvrage, le dernier en cours c'était Sociologie de l'école, qui est un super classique. Voilà, et je suis passé là maintenant davantage à des questions. En fait, il manque dans les cours d'agrégation toute la dimension en lien avec... ça va ? Il manque dans les cours de l'agrégation toute une dimension en lien avec les neurosciences. Alors, je ne sais pas si chez vous, les savoirs en termes de neurosciences sont bien intégrés dans vos cours ou pas, si vous avez un cours en lien avec ça ou pas. C'était un petit peu abordé, mais... Ouais. Et là, on voit bien qu'effectivement, ça c'est typique. Voilà quelque chose qui, dans 10 ans, vous ferez le même raisonnement. Vous direz, ok, il a fallu du temps avant qu'on intègre la diversité dans les cours initiaux, etc. Dans 10 ans, on dira, mais enfin, comment se fait-il qu'on n'ait pas intégré aussi vite les questions en lien avec les découvertes de neurosciences, qui bouleversent complètement les façons de comprendre comment un enfant pense, réagit. Les différentes intelligences. Ouais, absolument. Alors ça, c'est une réalité qui n'est peut-être pas directement en lien avec la question de la neutralité, mais
et elle est en lien avec le contenu des cours. Alors moi, étant donné que je n'ai pas qu'il n'y a pas un gramme dans les cours de l'agrégation de l'ICHEC en lien avec ces questions, je laisse la possibilité à l'étudiant de choisir de me présenter quelques chapitres d'un cours de sociologie de l'éducation ou une revue spécialisée que je mets à disposition sur les questions de que savons-nous que nous enseignent les neurosciences aujourd'hui. D'accord. Voilà, histoire d'ouvrir un peu sur ces questions-là. Et du coup, vos supports, à vous, quand vous leur laissez la possibilité entre un magazine ou un livre. Ça c'est vraiment un point examen. Ça c'est vraiment un point à l'examen. Mais sinon, je ne donne pas de syllabus parce que mon cours change très régulièrement. Okay. Projection. Projection PowerPoint. Ouais, projection PowerPoint. Oui. Okay. Et beaucoup de dessins. Et surtout des interactions et des travaux, enfin des exercices collectifs. Ok, mais justement ça c'était la question d'après. Ouais. Vous voulez savoir un petit peu quelles étaient les différentes méthodes que vous utilisiez pour enseigner les différents thèmes que vous abordez à travers votre cours? Oui, alors, il y a un peu de tout. Il m'arrive de faire appel à un spécialiste. Donc, alors c'est le spécialiste d'un tel, je sais pas moi, le patron de l'organe qui gère les questions de décret-inscription. Bon, alors on a parlé de mixité, à un moment donné, il faut voir comment ça fonctionne. Et donc, lui est invité, c'est ce qui s'est passé récemment, et là, on a vraiment beaucoup d'échanges avec lui sur notamment, est-ce que ça fonctionne ? Et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? Et pourquoi ça a été mis en place ? Donc, recours à une expertise externe, c'est bien parce que ça permet aussi de pouvoir bouger, changer les interlocuteurs, les acteurs de la pièce de théâtre, parce que c'est une pièce de théâtre, tout ça. Les consignes sont à peu près toujours les mêmes lorsqu'il s'agit de travailler en petits groupes d'étudiants. J'ai une consigne assez précise sur... Nous avons eu un long développement théorique avec des mises en situation, etc. Et puis, c'est véritablement un débat très restreint, en petits groupes, avec deux, trois thèmes mis en débat, qui sont le groupe 1 va m'expliquer... je prends l'exemple de la mixité, qui est un bon exemple, puisqu'on en parle ici. C'est pour la mixité, le groupe 1. Contre la mixité, le groupe 2. Et puis alors, on les met en débat. J'ai enseigné dans une université américaine il y a longtemps de cela, et j'étais très influencé par le fait qu'avec le temps, la partie ex cathedra est devenue un peu moins importante pour moi. Mais véritablement essayer de mettre en perspective, de vraiment mettre au travail les étudiants. Et puis aussi parce que c'est peut-être l'occasion pour moi aussi de m'interroger, de m'interpeller sur mes propres contenus. Et parfois avec des retours qui déconstruisent mes propres éléments. Oui, ça c'est pertinent. Donc c'est pour ça que je préfère cette modalité-là. Elle est plus stimulante pour tout le monde. Et puis aussi, il faut préciser que ce sont des cours du soir. Autre caractéristique, en d'autres termes, je dois les tenir. Non seulement il faut qu'ils viennent, je dois éviter la déperdition, ils bossent, ils viennent, certains sont mamans, et donc ils font énormément de sacrifices. En d'autres termes, j'ai un contrat avec eux qui doit être un contrat très tenu. Donc ça veut dire le moins d'emmerdement, il faut que ce soit le moins emmerdifiant possible. Ok, est-ce que vous jouez beaucoup sur l'interactivité? Oui, énormément sur l'interactivité. Je vais prendre un exemple très typique. Ça vous semblait... Je commence mon cours en général en disant... D'abord, je connais tous les noms des étudiants. Ça va vous sembler... Voilà, je connais tous les noms par cœur des étudiants. Je connais leur historique, puisque je l'ai fait en une demi-heure. J'ai fait le tour de tout le monde. Je sais exactement qui vient d'où, qui se projette dans quoi. Ce sera quoi votre prochaine vie, si vous en avez une? Quel est un ouvrage ou une personnalité qui a été déterminante pour vous? Voilà. Moi, je sais, je donne à chaque étudiant une épaisseur. Et pour moi, c'est important parce que un lien s'est créé.
Donc je connais tous leurs noms par cœur, je sais quand ils ont été là et quand ils n'ont pas été là. Un étudiant est malade, nous écrivons une carte à l'étudiant, comme à l'école secondaire. Il y a un délégué de classe qui existe, qui fait le lien avec tous les autres. Si X est enceinte et qu'elle va accoucher, on va offrir un cadeau à X. Ça va vous sembler un peu débile, mais mon premier cours commence par quoi? J'ai 2 grands sacs avec moi. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Il y a à bouffer. On commence à 18h, on termine à 21h, à 19h30, on fait le break. La table du milieu est mise. J'ai mis toute une série de trucs à bouffer et à boire. Arrêtez d'aller dans les distributeurs à la con dans lesquels il n'y a que de la merde, etc., etc. Nous avons notre moment de convivialité, de partage. Ça vous semble être un détail, mais si vous demandez aux étudiants, des années plus tard, tiens, de quoi vous vous rappelez de ce cours, ils se rappelleront de ça. Mais surtout, de la pause, où nous échangeons, etc., etc. Et ce qui est alors intéressant, c'est qu'on fait connaissance, les liens se font, etc. Parce qu'il faut il faut éviter la déperdition. Un des grands problèmes de toutes ces formations, c'est le nombre d'étudiants qui s'en vont. Hein. Et moi, j'ai une chance extraordinaire. C'est le taux de présence au cours. Parce qu'un prof, ça fait une évaluation en fin d'année. Hein, donc moi, j'ai mes évaluations. Et je vois si telle ou telle méthode fonctionne. Alors, il y a celle-là. Elle va vous sembler peut-être un peu enfantine et anecdotique, mais elle compte énormément pour les étudiants qui sont fatigués, qui n'ont pas eu le temps de manger quoi que ce soit. Et donc, à chaque séance, c'est 2 étudiants qui s'occupent effectivement de ça. J'ai montré l'exemple, la première, et ainsi de suite. Autre vieux truc de prof, j'ai aucune mémoire. Au dernier cours, je sais absolument plus ce que j'ai radoté. Vous n'étiez pas là au dernier cours, mais Monsieur X va vous rappeler ce que c'était. À blanc. Et Monsieur X va vous rappeler cela. En d'autres termes, vous avez bien compris, je mets la pression pour qu'il y ait une rapide relecture du cours avant le cours, de façon à le répéter. Et donc je suis à blanc là. Monsieur X, et comme je connais les prénoms, Monsieur X, est-ce que vous pouvez rappeler à Monsieur Y? Je vous arrête là. Monsieur T, merci de reprendre sur ce point précis. Allez pas dans les détails. Et j'encourage. Très bien. Si vous avez des questions là-dessus, est-ce que ça a été bien compris? Et je vois où ça n'a pas été bien compris. Ce sont de vieux trucs de prof. Mais du coup, j'ai un taux de réussite très fort. J'ai le plus fort taux de présence à mes cours. Et je suis très fier de cela, le plus fort taux de présence. Donc voilà, c'est des trucs. C'est des trucs. Voilà, ça s'appelle peut-être pas pédagogie, mais ça s'appelle mise en scène, contractualisation, bien-être des étudiants. Voilà. Voilà. Ça fait partie de votre façon de concevoir ma façon de concevoir le cours, parce qu'aussi je crois que j'essaye d'éviter aussi de m'ennuyer. En d'autres termes, si je m'ennuie, j'ai pas de plaisir, et donc j'essaye d'entretenir un prof qui donne cours avec plaisir, c'est très important. Voilà. Au-delà des retours sur vos fameuses traditions qui donnent du baume au cœur aux élèves. Oui, bonjour Chantal. La formation en elle-même, est-ce que vous avez des retours des étudiants par rapport à ce que vous leur donnez comme contenu? Est-ce qu'ils reviennent vers vous avec des feedbacks positifs sur ce que ça leur a apporté, que ce soit dans leur vie ou en tant que professeur? Excusez-moi, est-ce qu'on poserait la question surtout par rapport au concept de neutralité? Oui, par rapport au concept de neutralité... Alors, j'essaie de réfléchir parce que les allers-retours que j'ai sont surtout des allers-retours qui sont en lien avec leur situation de stage. Donc, ils sont en stage pendant l'année, ce qui est votre cas aussi sans doute. Donc, ils sont en terrain de stage. Et en général, et certains enseignent déjà. Donc, en général, c'est là qu'ils vont puiser des situations et des questions par rapport à ces situations. Et puis, ils m'interpellent sur cette base-là, comme ils interpelleraient n'importe quel enseignant. D'ordinaire, dans ces cas-là, ils sont moins en situation de compréhension qu'en situation de demande de solutions pratiques pour gérer des situations. Qui sont généralement des situations de tension. En d'autres termes, ils sont demandeurs de recettes. C'est bête comme chou, mais comme la majorité de gens qui sont formés, qui sont en stage, qui se disent, bon, voilà la situation que j'ai connue là, est-ce que vous avez des recettes par rapport à cela? Alors ça, c'est des cas particuliers, c'est du B2B. Mais c'est vraiment de l'individuel. Je ne suis pas sûr d'avoir toujours les bons conseils, parce que les publics ont changé par rapport à mon époque. Là, ils trouvent tout de même une série, dans les échanges avec les camarades qui enseignent déjà et ainsi de suite, ils trouvent une série de réponses dans le collectif.
L'autre élément qui me semble, lui, finalement, être l'élément principal, c'est qu'ils ont bien conscience que ils commencent à avoir des outils pour pouvoir gérer et pour pouvoir justifier la question de la neutralité dans l'école. Ça, c'est une chose importante. Ça, c'est une chose... parce qu'ils se retrouvent quand même, pour l'essentiel d'entre eux, confrontés. La situation typique, ce sont les jeunes filles portant le voile. C'est typique. Et donc, souvent en question, avec ces aspects-là. Ils ont alors, aujourd'hui, généralement, c'est ce qui me revient, davantage d'arguments pour pouvoir dire en quoi est-ce que, dans l'histoire de la Belgique, la place de la neutralité, le concept de neutralité a été pensé pour pouvoir permettre le vivre ensemble, malgré les différences. Et ça a fait du chemin chez eux. Parce qu'ils se sentent plus crédibles. Exactement. Avant ça, on a quand même l'impression qu'avant cela, cette interaction-là, c'est-à-dire avec une altérité très forte, demanderait d'une affirmation identitaire, ce que vous avez dû voir chez elle est large. Le cours de biologie, je ne veux pas faire tel bien, le cours de gym, je ne les interdits alimentaires, etc. L'expression d'une affirmation identitaire sous le port du voile, et ce genre de choses. Enfin, en gros, toutes ces questions-là qui se posent dans une école, en général. Avant le cours, il me dit, je n'ai pas les réponses à ça. Et j'y vais avec ma bonne foi. Mais en général, ils ont en face d'eux des gens qui ont des arguments beaucoup plus solides. Et ont l'impression que, au bout de la formation, qu'ils sont davantage armés sur des registres différents pour pouvoir donner à tout le moins le point de vue qui est pourquoi la laïcité c'est important, pourquoi la neutralité c'est important. Et pas tu peux pas parce que tu peux pas. Ouais. Et ça c'est important. Ils sont outillés. Et ça, pour moi, c'est quand même le retour le plus important. Alors je ne sais pas mesurer. Voilà. D'accord. On est plus dans votre avis personnel, même si Ouais. on l'a un peu eu au fil de vos réponses. Je ne sais pas si toi tu voulais poser une question particulière, parce qu'on n'est pas obligé de toutes les faire, vu qu'il y en a pas mal qui ont été déjà abordées. Bah, je reviendrai quand même sur la première. Ok. Donc, vous, quand vous parlez de neutralité à vos étudiants, quelle définition vous essayez de leur donner de ce concept-là? Alors, je reprends ce que je disais tout à l'heure. La neutralité est une modalité de gestion du pluralisme. Toutes les sociétés sont plurielles. Et la neutralité permet de gérer les tensions qui sont liées au pluralisme, c'est-à-dire à la diversité de conceptions confessionnelles, entre autres, ou autres, elles ne sont pas que confessionnelles. Je dirais que ça, ce serait la première définition que je donnerais. À partir de là, elle peut prendre des formes très différentes. L'institution publique se gère de façon neutre, c'est-à-dire qu'il respecte, ou il crée les conditions pour que toutes les confessions puissent effectivement s'exprimer, exister, etc., etc. On est très loin du modèle russe, par exemple, où là, on est vraiment quasiment on n'est plus du tout dans une conception de neutralité, on est quasiment dans un système communiste où effectivement c'est même plus l'ingérence du religieux dans les affaires publiques, c'est l'absence de religieux dans l'espace tout court. Donc ici, par ailleurs, il y a une chose qui est importante, c'est que la neutralité à la belge étant un petit frère de la laïcité à la française, on est dans une conception très attachée, très liée à l'histoire de la Belgique. La neutralité du côté français, ça ne veut rien dire. Si vous venez en France et leur dites, ouais, en Belgique, on est dans la neutralité. Ils ne vont pas comprendre ça. Ce n'est pas un concept qui fait sens en France. Parce qu'ils ont une définition de la laïcité, etc., qui est ce qu'elle est. Ils sont tentés de l'importer chez nous, mais nous,
cette définition initiale a été adaptée avec le temps à cause de ceci, et c'est devenu la neutralité. Mais c'est tout ça qu'il faut expliquer. Donc c'est une version plus flexible que la laïcité, Non, plus ouverte. c'est une conception qui tient compte du fait qu'il y avait déjà que le scénario de départ de l'histoire de la Belgique, de l'histoire du pays de la Belgique, était déjà biaisé. Les catholiques avaient déjà leur parti politique. Les catholiques avaient tout à dire dans tous les paysages. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une conception du vivre ensemble qui, si vous voulez, est un compromis. Ouais, à la belge. Un compromis à la belge. Mais qui est donc une forme de laïcité, mais qui n'est pas une laïcité à la française. Et la laïcité à la française. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? S'il y a un curseur, est-ce que on peut dire que c'est parce que vous avez quand même utilisé le mot petit frère, Ouais, c'est ça. donc c'est que c'est moins cadenassé. Oui, parce que ce n'est pas parce que le cadenassé, qu'est-ce que c'est? Le cadenassé serait laïciste ou laïcard, c'est-à-dire absolument opposé à tout aménagement. Or, la Belgique, tout aménagement autour de la question d'expression de la confession. Or, en Belgique, dès lors que c'est un pays de compromis, c'est synonyme avec aménagement. Et de facto, on est bien plus proche de modèles canadiens, d'aménagement, ça vous avez dû le voir, que de modèles français extrêmes, laïcards. Et finalement, c'est un territoire intéressant, parce qu'en réalité, la neutralité à la belge, elle n'est pas vraiment... La question de la neutralité n'est pas la même, ça Andrea Real a montré dans différentes études. Le Nord et le Sud n'ont pas la même conception de la neutralité. Et donc, c'est intéressant parce que flamands et francophones n'ont pas la même définition de la neutralité, surtout dans le monde de l'école. Alors on dit la neutralité à la belge, mais en réalité ça ne veut rien dire, puisqu'au Nord et au Sud, ils n'ont pas la même conception. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et donc c'est pour ça que moi je dis, c'est une modalité de gestion du pluralisme à la belge. Ok. Voilà. Et cette définition que vous présentez à vos élèves, elle est tirée d'où, ou vous vous basez sur quoi pour la formuler de cette manière-là? Elle est liée à des lectures et de l'analyse comparative sur la question de la laïcité, aussi bien au Canada. Charles Taylor, donc ça c'est une des littératures en lien avec cela. Les conceptions de laïcité du côté français, il y a une littérature en lien avec cela. Bien sûr, José Luis a beaucoup écrit autour de la littérature de la neutralité, donc je reprends des éléments là aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer la diversité des conceptions. Et que la Belgique, par rapport à cela, en réalité, c'est une conception Zinneke de la neutralité. Conception Zinneke. C'est pas la laïcité à la française, c'est très exotique notre façon de gérer le vivre ensemble en Belgique par rapport aux Français. Donc, et c'est ça qu'il faut essayer de montrer. D'ailleurs, pour ça que c'est un cours extrêmement passionnant à donner quand on arrive à montrer finalement la singularité de la société belge. Très franchement, grâce à ce cours, moi je suis devenu encore plus belge que... Voilà. Donc on peut pas étudier, excusez-moi je vous ai coupé, on peut pas étudier le concept de la neutralité à un niveau global ou mondial, c'est tellement propice et propre à chaque pays. On parle de neutralité à la belge. C'est ça, on parle de neutralité. jamais comparer, enfin on peut le comparer, mais on ne pourra jamais appliquer ça ailleurs. Ce sont des concepts importés ou exportés, et puis qui ont été façonnés au regard de l'histoire politique et sociale d'un pays. Mais c'est le cas de la Belgique. Et au regard des clivages belges, ou des clivages à la belge. Ça, c'est clé. J'aimerais bien parler de celle-ci. Celle-là, je pense qu'elle a déjà été abordée au niveau du port du voile. Ouais, mais concrètement, on n'a pas vraiment... Parce que donc ici, on avait une question sur, par exemple, les problèmes rencontrés par vos élèves par rapport à des concepts liés à la neutralité. Donc vous nous aviez expliqué que durant leur stage, ils venaient vers vous avec des questions, etc. Et donc, vous nous avez parlé du problème du port du voile. Mais
enfin, vous pourriez peut-être revenir sur ce problème-là, nous parler donc d'un problème concret et comment vous, concrètement, vous avez pu Donner des pistes. donner des pistes à cet élève. Ah, sur la question vous voulez savoir si... Donc, vos élèves qui ont rencontré des problèmes, par exemple, pendant leur stage liés à la neutralité, Oui. et donc vous nous disiez qu'ils revenaient des fois vers vous Mhm. et que vous les outillez, mais Voilà. concrètement, comment vous faisiez par rapport à un exemple Ok, concret? je prends un exemple très simple. C'est celui du rapport. Voilà, je prends un exemple très simple. Voilà, c'est typique, c'est une question qui me revient assez souvent. Finalement peut-être moins souvent plus souvent que la question du port du voile. C'est, on donne cours donnant cours, un enseignant aujourd'hui essaye c'est ce que je dis souvent, mais c'est vrai pour vous aussi, un enseignant essaye de transmettre, bien sûr, des savoirs, et aussi des savoir-être. Mhm. Et il attend, de la part des élèves, en particulier dans le secondaire, qu'un certain nombre de savoir-être soient montrés. Ce sont des codes sociaux. En réalité, il y a une invitation tacite à partager des codes sociaux. Bien. Jusque-là, c'est Ouais. bien. Ce qui souvent est expliqué, et la réaction des élèves dans une situation classique, c'est « je résiste à cette injonction à une conformité à la norme ». On est tous à peu près passés par là. Mhm. Ce qui pose difficulté alors à l'enseignant en ce moment-là, c'est souvent des choses de cette nature-là qui me reviennent, c'est qu'ils sont contestés en tant qu'émetteurs de normalité. Vous allez venir à un exemple concret? Oui. Ah oui. Exemple, façon de parler. Notamment dans la façon de s'exprimer. Mhm. Niveau de langage relâché, exigence de maîtrise lexicale. C'est principalement autour de la langue. Mhm. Après, on peut parler du corporel, mais dans un premier temps, c'est principalement autour de la langue, où effectivement, il faut beaucoup se battre avec les enfants, avec les élèves, pour qu'ils nomment avec précision, le plus précisément possible. Et qu'un mot ne veut pas dire un autre. Un truc, enfin bref, et ainsi de suite. Et de dire, et donc la situation classique, c'est, il faudrait que tu, ok, tu le dis, mais tu ne le dis pas suffisamment bien. C'est une injonction à une norme. Ou la diction. Et donc, le problème classique, c'est qu'à ce moment-là, on leur... À peu près, c'est vrai pour tous les autres. Enfin, madame, moi, ça me plaît pas de parler comme ça, j'ai pas envie de parler comme ça. En gros, je ne veux pas que tu m'imposes ça. Puis vient alors le registre sur lequel on va échanger. Et c'est là, alors il y a des travaux intéressants autour de cela, sur comment est-ce que les enseignants parlent aux enfants et ainsi de suite. Chez beaucoup de jeunes issus de la diversité, notamment issus de l'immigration, leurs parents utilisent ce qu'on appelle des métaphores. Ce sont des enfants du livre, comme on dit. Qu'il s'agisse de la Bible, la Torah, le Coran, etc. Dans lesquels, pour l'essentiel, les façons d'écrire à cette époque sont des métaphores. Ce sont des cultures d'un langage métaphorique. Donc, on image les situations. On les met en scène. Les parents qui sont... C'est typique, ça peut vous sembler un peu étonnant, mais beaucoup de chercheurs ont travaillé là-dessus, c'est comment est-ce qu'effectivement on travaille avec ces enfants. Si c'est un discours hyper raisonné, hyper rationnel, au sens d'une démonstration dans la raison occidentale, ça coince. Ils sont alors obligés de faire un détour par la petite histoire. Vous parlez là en tant que prof, en tant que parent? Les parents, c'est leur façon de s'adresser à leurs enfants. Ok. Ainsi que et encore plus les grands-parents. Mhm. Mais les enseignants qui arrivent sont porteurs, eux, de toute autre chose. Mhm. C'est une rationalité, parfois une rationalité scientifique. À dire en gros, si vous voulez, pour faire simple, on parle exclusivement à la raison et pas à l'imagination. Et le premier conseil que je donne à beaucoup d'enseignants, c'est parler à l'imagination du jeune, dans son registre d'imagination. Parce qu'il va contester le fait que vous veniez avec une rationalité occidentale. Mhm. Première chose. Mais alors c'est imager, il faut imager. Alors ça se prépare un cours, il faut une image.
il faut des histoires. Il faut un référent, même les mille et une nuits, n'importe quoi. Voilà, Sinbad a fait ceci à tel moment, enfin bref, ce genre de choses. Alors, c'est intéressant parce qu'un certain nombre de profs l'utilisent alors. Et là, moi, j'entends des retours assez intéressants d'une attention, d'un niveau d'attention plus fort dans la classe. Et autour, alors, la question de la maîtrise de la langue française, qui est souvent contestée, je parle comme ça, c'est bien, c'est suffisant, je ne suis pas en échec en français, forcément, je ne suis pas en échec en français, puisque le niveau d'exigence des profs a été là. S'ils devaient changer d'école, ils seraient saqués. Mais pour avoir la paix scolaire, on ramène le niveau d'exigence là. Donc on laisse dit faute dans la phrase. J'exagère, mais c'est à peu près ça quand même. Si bien que souvent, ce que je dis aujourd'hui, c'est que ce qui fait la spécificité d'une école aujourd'hui, c'est le public scolaire et le niveau d'exigence des enseignants, les deux étant corrélés. Un public difficile, je ramène mes niveaux d'exigence là, et ainsi de suite. Alors, ici, typiquement, mais ça, il y a des chercheurs qui l'ont montré, c'est la théorie des passeports, sur la question des codes sociaux. On sait très bien que si demain quelqu'un, mais c'est vrai ici aussi, quelqu'un frappe à la porte à diplôme égal, où se jouera la discrimination? Sur la maîtrise des codes sociaux. La discrimination se jouera sur la maîtrise des codes sociaux. Un savoir-être, un savoir-paraître, parfois même un sens de l'humour, un peu de connivence, etc., etc. Si vous êtes culturellement très éloigné, l'une des difficultés sera à un candidat égal, lequel sera le plus compatible, entre guillemets. Je fais à peu près 350 entretiens par an dans une de mes vies. Ici, aujourd'hui, je gère des services de l'université. Ça, c'est mon quotidien. Et par ailleurs, j'ai des activités par ailleurs. Je suis président de différentes structures, dont Visit Brussels et des organes de cette nature-là. Donc je passe beaucoup de temps, j'étais échevin dans mon autre vie, etc. J'ai passé beaucoup de temps à gérer des équipes. Donc je vois bien qu'effectivement, aujourd'hui, à diplôme égal, la question de la maîtrise des codes sociaux, au pluriel, est un point important. Ce que les enseignants aujourd'hui commencent à intégrer dans leur clé d'interaction avec les publics scolaires, c'est la question de la théorie des passeports. Et de dire, ok, très bien, tu peux parler comme ça maintenant, mais ce serait bien aussi que tu puisses parler en maîtrisant ces codes sociaux. Si tu es avec tes copains, tu peux parler comme ça. Si tu es avec un autre groupe, tu peux parler comme ça, etc. C'est la plasticité des codes sociaux et c'est la diversité des codes sociaux. Et pourquoi est-ce que c'est la théorie des passeports? Je ne sais plus quel est l'enseignant en France qui a développé cette théorie-là. C'était pour dire, tu aimes voyager, oui. Pour voyager, il vaut mieux avoir un passeport ou plusieurs passeports. Plusieurs passeports. Et alors là, on entre alors dans les arguments que l'on peut développer avec des enfants, apparemment réfractaires à toute injonction à une norme, mais par un biais qui est un biais un peu particulier. Ça se travaille, hein. En d'autres termes, on ne peut pas le faire au moment même. Il y a un préparatif. Et j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, ce que demandent principalement les enseignants, c'est ça. C'est-à-dire que si on peut suivre tous les cours d'agrégation qu'on voudra, l'essentiel des questions que moi j'ai aujourd'hui tourne autour de cela. C'est comment je gère l'interaction. Et l'interaction, elle est principalement autour de je veux pas être comme vous, etc. Mais alors ça nécessite des ruses, mais ça se prépare ces interactions-là. Et ça, c'est vrai que l'essentiel des conseils des demandes de conseils que j'ai aujourd'hui sont autour de ça. D'accord. Voilà. Moi, j'aurais plus qu'une question à poser. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, il va falloir clore parce que je vois que j'ai des SMS de rappel. Ah, on se dépêche alors. Ouais. Avez-vous des suggestions qui permettraient d'améliorer si besoin la formation à la neutralité Aussi qui est rapidement. actuellement réalisée en comité française? Vous avez compris? Vous parlez vite mais clairement. Donc juste des suggestions et si vous pouviez améliorer quelque chose, même si j'imagine que vous avez une certaine marge de liberté dans votre façon de donner cours aujourd'hui, dans ce que vous pouvez voir sur le programme et sur la façon dont les autres gèrent leurs cours, qu'est-ce que vous changeriez? À coup sûr, davantage de mise en situation. À coup sûr, sans doute beaucoup plus de... Oui, sans doute beaucoup plus aussi de compréhension de situation classe. Donc avec des problèmes concrets qui se présenteraient, donc des problèmes tels qu'énoncés par... tels qu'énoncés à partir des élèves eux-mêmes. Et dans les mots des élèves. Ça, je pense que ça aiderait énormément
plutôt que de partir de, voilà, on va faire une définition ou un panorama des définitions de la laïcité dans les pays européens et ainsi de suite. Ça, je crois que ce serait un point de départ intéressant parce que c'est là-dessus que les enseignants sont souvent le moins directement armés. Alors on peut y mettre les couches de cadre théorique que l'on voudra, mais c'est là que c'est quand même là-dessus qu'on sent qu'il y a un bagage qui fait qu'il y a un malaise des enseignants à être en situation à cause d'un malaise que j'ai connu moi-même. Premier cours que j'ai donné quand j'ai fait l'école normale, je me suis fait hyper chahuter. C'était mon premier chahut. J'étais déboussolé, alors que, vous voyez, j'ai l'air de nommer le français avec plus ou moins de précision. Je suis plus entraîné que la moyenne. Je peux donner cours devant 1000 étudiants sans notes. Mais la première fois que j'ai été en stage à Cato, je me suis fait chahuter. Et comment? Par un chahut intelligent. J'en ai un cours sur Mazarin. Le premier élève a fait ça, il m'a posé une question. Le deuxième élève a fait ça, il m'a posé encore une question. Le troisième élève a encore fait ça, il m'a posé une quatrième question, si bien que j'ai dû donner peut-être 10 minutes sur l'entièreté de mon cours. C'était un chahut intelligent. Comment est-ce que j'allais gérer le cours d'après? Je ne le savais pas. Eh bien, j'étais foutu. Mon stage, j'étais foutu. Donc vous voyez, c'est du chahut intelligent. À Cato Aurore, qui était là à cette époque-là, en termes de... Il y a 30 ans de ça, bon voilà, j'ai appris un peu de mes erreurs. Mais ce que je veux dire, c'est que partir de situations concrètes, le plus de situations concrètes possible, et puis remonter vers des articulations plus théoriques, ça, ce serait certainement, notamment sur les questions de gestion de situation de classe. Situation de classe. Donc moins de fioritures, plus factuelles. Je ne dirais pas de fioritures, mais vous savez, c'est toujours à peu près la même chose. On fait des cours d'agrégation, je le sais parce que, vous savez, moi, les réunions de profs où on élabore des cours d'agrégation, j'ai fait ça pendant des années. En gros, c'est, tu as besoin d'autant d'heures, ce cours-là, toi tu pars à la retraite, ce cours-là et ce cours-là, on va le mettre ensemble. La cuisine de l'élaboration d'un cours d'agrégation, c'est ça. Je veux dire, si vous croyez que on va partir de la situation idéale pour former des situations, tout ça c'est bullshit. La cuisine, elle est très pragmatique. Au sens... et donc du coup, t'es prof, tu donnes un cours ok, tu vas prendre ce cours-là. Législation scolaire. Bon, tu as été chef d'établissement, tu dois connaître ces questions-là. Oui, voilà. Et puis, il élabore cela, pour autant qu'il était enseignant. Parfois, il a été enseignant il y a 20 ans, il y a 25 ans. Et donc, il est complètement déconnecté par rapport à certaines réalités, parce que complètement pris comme moi d'ailleurs. Il y a des situations dans lesquelles je suis encore déconnecté. Enfin, je peux considérer que je commence à être déconnecté. Mais il faut l'admettre, c'est tout. Et replonger de temps en temps, quand même, ou trouver les moyens de replonger de temps en temps. J'ai l'impression de m'éloigner par rapport à ce que je voulais dire, mais c'est pas la fioriture, c'est qu'il faut comprendre la cuisine de l'élaboration d'une agrégation, c'est-à-dire la distribution des cahiers de charges des enseignants. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui mettent là leurs travaux de recherche, qui mettent, en fait c'est un sandwich dans lequel on met les choses pour lesquelles on a déjà eu l'occasion de travailler. Mais repenser un cours from the scratch, à zéro, à partir d'une feuille blanche, en reconstruisant comme ça, très peu le font. Même moi. Moi j'ai pris mes travaux, je les ai adaptés. Voilà, il faut quand même bien comprendre cette logique-là, ce qui... tout simplement parce que c'est vrai que on donne un intitulé de cours, et puis derrière la liberté académique fait que c'est vrai pour tous les cours. Voilà. Et alors, vous n'êtes pas en train de le lire maintenant, mais vous l'avez déjà dit un peu plus tôt, si je comprends bien, ça va aussi un peu de pair avec le fait qu'il faudrait que les professeurs qui donnent ce genre de cours aient toujours un lien avec la réalité de terrain. Oui, je pense que c'est important. Ah oui, absolument, parce que sinon vous allez avoir des grilles de lecture qui sont juste obsolètes. C'est tout. Et au rythme où le monde change aujourd'hui, la révolution numérique et ses conséquences, entre autres choses, là je pense qu'un refresh est nécessaire. Et c'est pas seulement dire j'ai 2 enfants à la maison,
qui me permettent de donner une légitimité par rapport à cela. Il y a vraiment un refresh, notamment en termes de public scolaire et du fonctionnement d'une école. Ça, je trouve que ça change énormément. Voilà, donc ça, voilà, et ça, moi, je crois que c'est quand même très important de faire des allers-retours réguliers. Ok. Un grand merci. Ouais, merci beaucoup. Voilà, j'espère que je ne me suis pas... Vous avez donné beaucoup d'informations super intéressantes. Oui, Et là, c'est le moment critique où il ne faut pas perdre le truc. Mettre pas perdre stop, le- quoi. Voilà. Oui, il faut N'oubliez mettre pas stop. votre petit... Oui, il faut mettre N'oubliez pas stop. votre petit... Oui, il faut mettre N'oubliez pas stop. votre petit... Oui, il faut mettre N'oubliez pas stop. votre petit... Oui, il faut mettre N'oubliez pas stop. votre petit... Oui, il faut mettre N'oubliez pas stop. votre petit... Oui, il faut mettre N'oubliez pas stop. votre petit... Oui, il faut mettre N'oubliez pas stop. votre petit... Oui, il faut mettre